Voilà, je suis venu il y a 9 ans, je sais pas si tu te rappelles, mais je me rappelle pas vraiment. J'ai dit: «C'est pas grave, mais en tout cas, je voulais te dire que c'était grâce à toi que j'ai commencé le MMA et aujourd'hui, je suis combattant professionnel» et voilà quoi. C'était cool, franchement, Ouais, c'était bah, cool. ouais, ça va lui faire plaisir. Ouais, ouais, complètement, pour qu'il sache que voilà, il a impacté toute une vie quand même. Bah, hello Swill, bienvenue du coup pour cette deuxième interview, puisque tu es notre deuxième invité sur notre petite émission Tidops. Du coup, l'objectif de cette interview, c'est vraiment que tu puisses nous raconter ton parcours, nous expliquer un petit peu ce que tu fais, comment tu as évolué dans ta carrière, etc. Et qu'on puisse comprendre un peu bah, comment ça fonctionne dans ta vie de sportif. Donc, toi, tu fais du MMA. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu faisais d'autres sports avant? Un peu comment t'es arrivé sur le MMA? Bon, déjà, bonjour, bonjour Alice, merci beaucoup de me recevoir. C'est Bah, la avec première fois que plaisir. je fais ce genre d'interview, donc ça fait plaisir un peu. Et puis, mon parcours, quand je le raconte, j'ai beaucoup l'habitude d'en parler autour de moi parce que je pars de très loin. Pour moi, Ok, je pars de très loin et du coup, des fois, ça aide certaines personnes, surtout les nouveaux arrivant au club ok. ou dans d'autres circonstances, pas forcément sportives. Donc, j'aime bien un peu leur rappeler que moi aussi, je suis parti de très loin et que c'est possible de faire de belles choses. Donc oui, je fais du MMA, je suis combattant professionnel de MMA. Je suis tombé dans les sports de combat en 2010 Ok. et c'était mon meilleur ami, Edin. Je sais pas s'il regardera cette interview, peut-être qu'il la regardera, en tout cas, je l'embrasse. C'est lui qui m'a traîné de force dans une salle de boxe anglaise à l'époque. Ok. Et puis voilà, À depuis, Marseille? T'es de c'était à Marseille, Marseille, toi? ouais, c'était à Marseille. Ok. Et depuis, je suis tombé amoureux des sports de combat. Alors, le Ok. parcours, il était un peu, avant d'arriver au MMA, j'ai fait pas mal de choses avant d'arriver là-dedans, mais voilà, quoi, ça a commencé en 2010 à Marseille. Ok. Et du coup, t'as commencé donc par faire de la boxe anglaise dans un club en particulier. Ouais. Ouais, j'avais commencé dans un club en particulier, un club assez emblématique ici à Marseille. C'était le club sportif savinois, à la Savine, c'était dans le 15e. Maintenant, Ok. la Savine a complètement été rasée, donc le club aussi a été rasé. C'est dommage, mais voilà, j'avais commencé avec, à l'époque, comme entraîneur, Morad Adjou, qu'on surnomme Kaiser. Et aussi d'autres entraîneurs, notamment Mehdi BBM, que j'embrasse, et que c'est des personnes que j'ai en contact jusqu'à maintenant. Mehdi, il a été dans mon coin récemment, dans mon dernier combat à l'UAE, donc c'est des personnes à qui je tiens beaucoup et puis qui sont encore dans ma vie, quoi. Qui ont eu leur rôle dans ton parcours Ouais, à c'est ça, chaque qui a un étape. bon impact sur mon parcours sportif. Ok, trop bien. Et du coup, t'as fait combien d'années de boxe? T'as fait de la boxe en pro aussi ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors j'ai commencé donc en 2010, j'ai fait une première année en boxe anglaise, ensuite j'ai fait des compétitions en boxe anglaise, c'était de l'amateur, c'était vraiment du débutant amateur pré-combat, c'était même pas du vrai amateur tel qu'on connaît. Ok. Donc c'était juste pour me tester. Je suis resté 2-3 ans en anglaise. Et ensuite, donc à chaque fois avec le club, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des interclubs, donc on part dans des clubs copains pour croiser les gants, pour voilà quoi, se sortir un peu dans les sentiers battus. Ça, c'est ça qui fait progresser. Et lors d'une des sorties, je suis tombé sur un club de pied-point, donc à Fond-Vert, le club de Fond-Vert, et puis j'ai commencé à m'intéresser au pied-point. Ok. Et donc j'allais m'entraîner régulièrement en pied-point. J'ai jamais fait de combat en pied-point, mais par contre j'ai beaucoup fait des sparring, je me suis beaucoup entraîné là-dedans et puis ça m'intéressait. Et donc à l'époque où j'ai commencé le sport de combat, donc comme je t'ai dit en 2010, je regardais tous les sports de combat vraiment. Je regardais la boxe anglaise, je regardais le pied-point et je regardais aussi le MMA parce que tout le monde regardait le MMA, donc je regardais le MMA. Et je m'intéressais de loin à ce sport, c'est-à-dire je regardais, j'étais fan, j'aimais beaucoup l'univers, mais il était impensable pour moi qu'un jour je puisse rentrer dans une cage, me frapper. Enfin, à l'époque où je regardais, il y a vraiment une scène qui m'avait beaucoup traumatisé, pas traumatisé, mais qui faisait peur quand même. C'était un combat de Frank Mir contre Minotauro. Et Frank Mir donc lui prend dans une clé qu'on appelle une kimura, donc c'est une clé de bras, et Minotauro ne tape pas à cette clé et il se casse le bras donc sur cette clé. Et ces images, elles avaient fait le tour du monde. Et voilà, quoi, c'est quelque chose qui m'avait choqué à l'époque. Je me disais, impossible, je fais ce sport, c'est un sport de Ouais. malade. Les mecs se cassent le bras, ils se prennent un coup de coude, il y a du sang partout. C'est des petits gants, c'est des mitaines, c'est pas, Ouais, puis à ouais. l'époque, le MMA n'était pas forcément pratiqué en Et il France. n'était pas pratiqué en France. Il y avait des clubs qui pratiquaient le MMA, il y avait des combattants, notamment aussi, qui combattaient en MMA, mais c'était très dur parce que c'était pas du tout légalisé. Il fallait partir à l'étranger. C'était un bourbier vraiment pour combattre. Mais voilà, ça me donnait pas envie. Et puis surtout,
à l'époque, le sport était représenté par des équipes ou par des combattants qui eux non plus ne donnaient pas forcément envie. Donc c'était voilà quoi, c'était beaucoup cet aspect free fight, cet aspect combattant un peu violent, voilà, haineux, c'est ouais. ça, qui était plein de testostérone, plein de pas forcément le combattant intelligent ou le combattant réfléchi qui est devenu maintenant la plupart des combattants de MMA. Ouais, bah c'est vrai que l'image du MMA, j'ai l'impression qu'elle est en train de beaucoup évoluer. Elle a Bah énormément déjà, évolué. c'est en train de prendre beaucoup en visibilité, enfin de gagner beaucoup en visibilité. J'ai l'impression Complètement, ouais. il y a pas mal de monde qui regarde. Et c'est vrai que l'image change petit à petit. Ça devient moins le sport à battre, mais un peu plus le sport en vogue en ce moment avec des combattants qui donnent des Complètement. images un peu plus positives, quoi. Complètement, oui. Ça a changé. En fait, après bon, cette vision un peu du MMA, on l'a cherché. Enfin, on l'a cherché. Ça a été malheureusement voulu dès que l'UFC a, dès les premiers UFC. Donc UFC, c'est l'Ultimate Fighting Championship, c'est la plus grosse organisation de MMA dans le monde, et c'est eux qui ont lancé un peu cette idée de combat dans une cage dans les années 90, il me semble 93 ou 94, je me souviens plus très exactement. Et donc à l'époque, oui, les combats étaient violents, étaient sans règles, il y avait vraiment zéro règle, hein. On avait le Ouais, droit de ouais. taper dans les parties intimes, on avait le droit de tirer les cheveux, de mordre, je crois, Ok. mais bref, c'était vraiment c'était l'anarchie. Et très vite, ça s'est réglementé, très vite, il y a eu des arbitres, très vite, il y a eu des coups qui étaient légaux, illégaux, très vite, il y avait un staff médical autour. Enfin bref, ce sport s'est professionnalisé, mais il s'est professionnalisé aux États-Unis et dans les pays étrangers, pas en France. En France, déjà, on a des mœurs un peu compliquées par rapport au sport de combat, et encore plus quand on a eu ces premières images de MMA, la France a été complètement fermée là-dessus, ou les mœurs françaises en tout cas ont été complètement fermées là-dessus. Et l'image est restée pendant très longtemps, l'image du MMA est restée pendant très longtemps ternie. Et même à la télé, en fait, on n'avait pas le droit de montrer ces images, c'était interdit au moins de 18 ans, en fait, c'était dans la catégorie adulte, quoi, Ouais, les ouais. combats de MMA, alors que bon, ça reste du spectacle. Et une très longue, enfin, pendant très longtemps, ça a été dans cette case-là. Et du coup, ici en France, les pratiquants de MMA ont pendant très longtemps été dans cette case-là. Jusqu'à ce que ça se développe doucement, doucement, jusqu'à ce qu'on commence un peu à s'ouvrir à l'étranger, à l'international, et puis de voir qu'en fait non, il y a des combattants de MMA qui sont très intelligents, et des combattants qui sont très posés, et puis en fait le MMA, aussi violent dans son aspect, aussi violent qu'il paraît dans son aspect, ça reste un sport de combat qui est très réfléchi, très intelligent, dont la préparation nécessite vraiment beaucoup d'être posé, d'être carré, d'être encadré, et que c'est un sport à part entière en fait Ouais, bah, qui est aussi complexe mentalement que des échecs, et aussi dur physiquement que n'importe quel autre sport, que ce soit le rugby, que ce soit que ce soit d'autres, qui demandent une vraie athléticité. Donc. ok. Et toi, du coup, à quel âge, enfin, parce que du coup, tu nous as pas dit quel âge tu avais, mais Ah oui, on pardon, j'ai a, 32 ans. t'as 32 ans. Ok, donc en 2010, tu as commencé la boxe anglaise. Et à quel C'est âge ça. tu t'es dit, bah maintenant je passe au MMA, et qu'est-ce qui a fait que du coup, tu t'es dit, je change? Donc, comme je te disais, c'est dans la continuité de ce que je te disais. À l'époque, je regardais beaucoup donc le MMA, et quelqu'un que je regardais beaucoup, c'est Georges Saint-Pierre. Je sais pas si ça Ok, vous dit quelque chose, ouais, mais Georges Saint-Pierre, ça a été un des plus gros, mais vraiment un monument du MMA mondial. C'est un Canadien montréalais pour être précis, et c'est pour ça que déjà j'avais une certaine attache par rapport à ce personnage, parce que il parlait français, et puis on se retrouve un peu dans la culture par rapport à ça. Donc donc non seulement il était super, super connu, mais aussi c'était le champion par excellence. C'est-à-dire champion dans la cage et champion en dehors de la cage, que ce soit par son comportement, par son hygiène de vie, par son éthique de travail, il est tout simplement exceptionnel, ce Georges Saint-Pierre, et c'est l'un vraiment de mes combattants préférés, qui m'inspire le plus. Et ça a été l'un des combattants phares complets de MMA. C'est-à-dire il était fort en boxe, il était fort en lutte, fort au sol, et fort dans ces transitions-là, et avec une très bonne adaptabilité au combat. Et franchement, c'était une grosse inspiration pour moi. Je regardais beaucoup donc ce gars. Je regardais ses interviews, je savais qu'il s'entraînait à tel endroit au Canada, etc. Et en 2014, donc c'était l'année de mon Master 2. Entre le Master 1 et le Master 2, pendant les vacances du Master 1 Master 2, j'ai demandé à mon prof s'il avait des contacts pour faire un stage au Canada, parce que j'ai une sœur au Canada qui habite au ok. Canada, et je me suis dit,
pour un peu tester, enfin bref, dans le cadre de mes études, je voulais un peu aller plus loin et faire un stage. Donc, il me trouve un contact à Montréal et je fais mon stage de 3 mois, donc pendant les vacances d'été au Canada. Et puis, arrivé à la fin du stage, je me dis, je suis au Canada, je suis à Montréal, et puis je sais qu'il y a Georges Saint-Pierre qui s'entraîne ici. Tu vois, je vais regarder où est-ce qu'il est son club, juste pour voir, juste par curiosité, pour voir si je peux aller ou pas. Et il s'avère qu'il était même pas à 10-15 minutes de là où habite ma sœur, donc Ok. ça tombait super bien. Je me rends au club et comme c'était la fin de l'été, ils faisaient une promo. Les 2 semaines d'entraînement, c'était même pas 10 ou 20 $, je me rappelle plus, mais en tout Ok. cas, c'était rien du tout par rapport à ce que ça coûte d'habitude de s'entraîner là-bas. Et donc je rentre et là, c'est Walt Disney le truc, c'était gigantesque. C'est la première fois de ma vie que je vois une salle de sport comme ça. Pas juste une salle de sport de combat, mais une salle de Ouais, ça. sport. Ok. C'était gigantesque. Le truc, c'était presque un hangar. Il y avait 300 mètres de tatami facile, une cage taille UFC, de la vraie taille de combat au milieu, plein de machines de sport, des sacs de partout, une autre cage tout au fond, une salle de dojo. Enfin bref, c'était incroyable. La première fois que je rentre, je me dis, waouh, en fait, ça ressemble à ça, une salle de boxe américaine, en Ouais, quelque ouais, à sorte. l'américaine, tout en grand. C'est ça. Et là, je commence à voir des têtes que j'avais vues à la télé. Ok. Rory McDonald, il y avait des mecs aussi ils font une émission, l'UFC, pour recruter de nouveaux personnages que je regardais aussi régulièrement. Et puis, il y avait plein de têtes que je reconnaissais. Et j'étais là, j'ai dit, waouh, putain, mais lui, je l'ai vu à la télé. Lui, je l'ai vu à la télé. J'ai vu presque tout le monde sauf Georges Saint-Pierre. Et il y avait surtout l'entraîneur de Georges Saint-Pierre, Firas Zahabi. Ok. Donc pareil, c'est un entraîneur emblématique, et c'est une ponte, ce mec, dans le monde du MMA. Et super gentil, super avenant, je suis parti lui parler, il m'a répondu. Enfin, pour moi, vraiment, quelqu'un qui est super fan, encore une fois, quelqu'un comme ça qui te répond, Mais ça te met des c'est étoiles dans incroyable, les ouais, yeux, ouais. Non, mais tu te dis. complètement. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, ouais, j'ai fait un peu de boxe anglaise, un peu de pied-point, et je viens pour essayer. Il m'a dit, pas de souci, il m'a dit, juste va doucement, et puis voilà, quoi. Et le premier cours que j'ai suivi, c'était un cours de sol, donc combat au sol, un Ouais. cours de grappling. Et c'était Firas qui donnait le cours. Et il était tellement méticuleux, en fait, je suis tout de suite tombé amoureux. Ok. En fait, juste dans la manière de donner le cours, moi, je suis très scolaire, donc je viens d'un parcours de maths appliquées. Donc, je suis allé jusqu'au doctorat en maths Ok, appliquées. Donc, incroyable. ouais, voilà, j'ai une double, Double vie. ouais, c'est ça. En fait, ces deux disciplines-là, ces deux parcours-là, ils s'entremêlent un peu, c'est très lié. Mais voilà, quoi. En tout cas, moi, à ce moment-là, j'ai comparé son cours au cours de maths que j'ai. Parce que l'approche dont il a avec des exemples, il donne des exemples de certains combats, il donne des exemples concrets, il explique par A plus B que par rapport à la biomécanique du corps, il y a certains mouvements qu'on peut se permettre de faire, d'autres non, il y a certaines choses qu'on peut se permettre de faire, d'autres non. Et c'était expliqué d'une manière scientifique, en fait. Ok. Donc, c'est avec Ça une a approche résonné dans théorique, ta tête, tu mais t'es dit. c'était vraiment ça, en fait. Il te donnait l'approche théorique, l'aspect théorique général, et puis il te disait, voilà certains contre-exemples, voilà certains exemples dans lesquels ça marche, et puis voilà, une fois que tu as la théorie, tu as la pratique, tu prends ton camarade, et puis tu répètes à droite à gauche, et après à la fin, il y avait des petits assauts, mais rien de fou. Très loin de ce que je me disais dans ma tête, je me disais, ouais, les mecs, en fait, juste ils mettent les mitaines, ils se tapent dessus comme Ouais, des ouais, bourrins, et ouais. puis basta. Et Non, non, c'est on hyper était technique. très, très loin, voilà, c'était très technique. Mais vraiment un niveau technique que je n'ai jamais vu. Pourtant, j'avais 4 ans presque, 4-5 ans de boxe anglaise derrière moi, de sport de combat derrière moi. Je pensais avoir tout vu des sports de combat. Non, j'ai rien vu, en fait. J'ai vraiment rien vu. Et c'était la première fois que j'étais vraiment choqué par autant d'intelligence dans un domaine parce que même moi, encore une fois, j'étais un peu biaisé par tout ce que j'ai vu sur le MMA jusqu'à maintenant. Pour moi, c'était un sport ultra violent qui était représenté par des gens ultra violents. Et en fait, je me suis pris un mur, je me suis rendu compte que pas du tout. Les mecs sont super intelligents, ils sont super réfléchis, leurs cours, ils sont juste super bien structurés. Encore une fois, l'approche est quasi scientifique. Donc, je suis tout de suite tombé amoureux Et tu dirais qu'un combat, c'est un peu comme une stratégie ou. c'est super stratégique, un Ouais. combat. C'est très stratégique, surtout à très haut niveau, tu es obligé d'élaborer une stratégie. On parle même plus de technique, mais on parle vraiment de concept stratégique. Alors bon, tu peux faire des plans, mais les plans, faut pas tout le temps les suivre, mais voilà, t'as une directive pour le combat, t'as une ligne directive pour le combat. Tu sais que le mec, s'il va faire ça, ben, tu vas essayer de faire ça, mais voilà, quoi, Ouais, non, t'étudies réfléchis. vraiment ton adversaire pour voir comment tu vas pouvoir.
Complètement. En fait, on l'étudie encore une fois, on l'étudie sur des aspects. On va pas jusqu'au détail parce que c'est pas du très très haut niveau, le niveau auquel je suis actuellement. Mais voilà, demain, si c'est un combat pour une ceinture de l'UFC ou quelque chose du genre, oui, les mecs, ils étudient. Les mecs, vraiment, ils se posent, ils prennent tous les vidéos des combats de l'adversaire, ils les regardent, ils les analysent, Ouais, et avec un calepin, et puis ils écrivent ce qu'ils doivent faire, et puis ça leur donne une ligne directive par rapport aux entraînements. Mais oui, complètement, en fait, c'est ultra structuré et ultra stratégique. Et donc ouais, je finis ces 2 semaines d'entraînement et je regrette de ne pas m'être inscrit en début de stage pour faire les 3 mois là-bas, mais bon, c'était 2 semaines vraiment incroyables. Et j'ai eu l'occasion donc de discuter aussi avec Sophie Ras un peu plus tu sais, lui poser 2, 3 questions par rapport à Georges Saint-Pierre. Il nous a raconté des anecdotes, il nous a raconté des choses. Et vraiment à la fin, en partant, en rentrant à la maison, j'avais une certitude, c'est que c'était ce sport-là que je voulais faire. Et vraiment, c'est Firas Zahabi qui m'en a t'as convaincu, quoi. Et, ouais. communiqué Et sa je l'ai revu passion. cet été, je suis reparti au Canada cet été. Ça faisait presque 9 ans que je l'avais pas revu. Et je lui dis, voilà, je suis venu il y a 9 ans, je sais pas si tu te rappelles, mais je me rappelle pas vraiment. Je dis, c'est pas grave, mais en tout cas, je voulais te dire que c'était grâce à toi que j'ai commencé le MMA et aujourd'hui, je suis combattant professionnel et voilà, quoi. C'était cool, franchement, Ouais, c'était bah cool. ouais, ça va lui faire plaisir. Ouais, ouais, complètement, pour qu'il sache que voilà, il a impacté toute une vie quand même, c'est Bah pas ouais, ouais, rien. c'est clair, c'est Donc, incroyable. Mm. donc voilà. Des fois, on se rend pas compte de l'impact qu'on a, mais c'est vrai qu'une Et, et c'est rencontre peut tout changer. Et Et c'est pour ça que je mets beaucoup de cœur à, encore une fois, parce que je suis coach dans mon club actuel, le coach de grappling, de combat au sol, et je mets beaucoup de cœur à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient, qui a des doutes, qui se pose un peu 2, 3 questions. Je mets beaucoup de cœur à me poser et essayer de lui donner quelques mots, à essayer de l'orienter, puis lui donner en comparaison mon parcours, pour peut-être moi aussi l'impacter à mon tour. bah ouais, t'as raison. Donc c'est cette chose que j'ai eu la chance d'avoir, j'essaie de la transmettre aussi aujourd'hui. Complètement. Bah, tu sais, nous, c'est tout le concept de T-Dup, hein. C'est Ouais, justement de pouvoir ouais, rencontrer c'est ce que j'ai bien des compris. Ouais. personnalités comme vous pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de s'inspirer de vos parcours et de comprendre comment vous en êtes arrivé là. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et du coup, quand tu es rentré du Canada, tu t'es dit, OK, j'arrête la boxe anglaise, c'est parti pour le C'est MMA. ça. Donc je suis arrivé, je me suis dit: «Ça y est, c'est ce sport que je veux faire» et puis un club qui était connu à l'époque, c'est la MK Légion. OK. Donc je suis allé faire, 2 ou 3 entraînements avec eux. Alors à l'époque, le club était un peu en déclin parce qu'il y avait des problèmes un peu en interne et que c'était pas super structuré, voilà quoi. C'était beaucoup de jeunes, c'était compliqué pour eux à l'époque. Donc je suis pas resté très longtemps avec eux. Je suis parti ensuite à un club qui s'appelle l'Évolution Pancrace, qui est devenu maintenant l'Évolution MMA, que pareil, c'est des copains que j'embrasse. Et donc dans ce club, il y avait quelqu'un qui s'appelle Ilyes Giroun. Donc Ilyes Giroun, c'est l'un des plus gros représentants marseillais de MMA à l'international. C'est un mec, il a brillé à l'international, il a un très 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 haut niveau. Et puis on avait énormément d'amis en commun. Ces amis-là me parlaient de ce Ilyes, mais je l'avais jamais rencontré avant. Mais vraiment, OK. je savais qu'il existait, je savais qu'il y avait une Ilyes surnommé Toupek, qui fait des sports qui fait du MMA, qui fait des combats, qui était très fort, etc. Mais j'ai entendu par nom, mais je savais pas c'était qui. Et là, je le rencontre pour la première fois. Et je dis, c'est toi Ilyes? Il me dit, oh, c'est toi Ilyes. Après, on commence à parler. Il me dit, ah, mais c'est toi Soui. Je dis, ouais, c'est moi Soui. Il me dit, on a vraiment beaucoup d'amis en commun, mais on s'est jamais rencontrés. Et puis, ça a direct matché. C'est vraiment le frérot Ilyes. Et, euh, et puis on commence à s'entraîner ensemble et puis à un moment donné, Ilyes il a transité de club. Donc à l'Évolution Pancras, il y avait quelqu'un qui donnait des cours qui s'appelait Jean-Michel Foissard, mon coach actuel. C'est là-bas que je rencontre mon coach actuel. OK. Et Jean-Michel Foissard avait une approche des sports de combat, notamment du MMA, qui était un peu différente de ceux des autres coachs de l'Évolution Pancras, Michael et Anthony. Donc c'est pour ça qu'il a décidé de partir et d'aller ouvrir son propre club à Saint-Loup. Et donc Ilyes l'a suivi parce que Ilyes suit Jean-Michel Fossard depuis vraiment tout petit. Il a fait ses premiers pas avec lui, donc il a décidé de partir avec lui. Et il préparait un combat à l'époque, Ilyes, c'était en 2015. Donc on est en 2015, Ilyes prépare un combat, c'était au Killacam, en Angleterre, et il me demande de l'aider pour sa préparation. Donc je viens, je l'aide pour sa préparation, je me prends des coups, il me tabasse OK. bien comme il faut. Et puis c'est là que je commence à connaître un peu plus Jean-Michel Fossard, que je découvre sa personnalité, qui il est, etc., etc. On n'était pas beaucoup dans le club à l'époque, il venait juste de partir, donc on devait être 3, 4. OK. Donc
Pas beaucoup, mais voilà quoi, ce qu'il faut pour faire une bonne préparation et en tout cas pour Ilias, c'était ce qu'il fallait. Et puis le combat arrive et je me dis: «Tiens, pourquoi pas ne pas monter avec eux?» J'ai jamais vu de combat, j'ai tout le temps vu du MMA en vrai, mais j'en ai jamais vu, comme ça, j'ai tout le temps vu à la télé quoi Ouais, ouais, ouais. en vidéo, mais pas en vrai, je sais pas ce que ça donne. Et puis, Jean-Michel me propose de venir, il me dit: «Y a pas de souci, tu peux venir, être dans le coin, vivre l'expérience de MMA comme il faut». J'ai dit: «Vas-y, pourquoi pas?» et puis on y va là-bas. Et là, t'avais quel âge à cette époque, du coup? J'avais, si je ne m'abuse, 2014, 24 ans, je devais avoir 24 24, ans, ouais, ouais, donc tu étais encore en c'est plein ça. master. Tu Alors gérais tes études en parallèle? c'était ça, c'était mon master, j'étais sur la fin de mon master 2. Ok. Donc ouais, toujours les études, c'était en parallèle, c'était une partie qui était complètement présente dans ma vie de sportif et dans ma vie actuelle. Actuellement, je suis enseignant-chercheur contractuel à l'université Aix-Marseille. Ok, génial. Ouais, et puis ce but-là serait pas vraiment un rêve, mais plutôt un objectif d'avoir ce double parcours. C'était une chose que je m'étais fixée dès le début. Ok. Parce que dès que j'ai commencé, en fait, j'ai commencé la boxe anglaise. Donc en 2010, c'était l'année de mon bac. Donc j'avais obtenu mon bac et puis je suis rentré directement à l'université. Et dès les premiers cours de l'université, donc il y avait ma mère à l'époque qui me disait: «Tu peux pas faire, du sport à côté et aussi des études. À un moment donné, il faut que tu fasses un choix, que tu t'investisses un peu plus dans un domaine ou dans un autre, mais voilà, plus sur les études que sur le sport parce que ça va Ouais, te bah mener ouais. nulle part». Donc ma mère, c'était la première à m'avoir dit ça et elle me sortait un dicton arabe chez nous qui disait que tu peux pas, porter 2 pastèques sous le même bras. On peut pas porter 2 pastèques sous le même bras parce que voilà, on peut pas en gros Bah mener ouais, c'est 2 gros clair, ouais. projets, en même temps, on peut pas avoir deux choses dures en même temps donc voilà, elle me disait ça et un autre prof à moi, un prof de maths, il comparait ça à un principe qui est un peu plus, scientifique, qui est le principe d'Heisenberg. Donc Heisenberg, avant d'être quelqu'un de connu dans la série Breaking Bad. Ouais. C'était surtout un scientifique qui a vécu dans les années 60-70 et qui est à l'origine d'un théorème, donc le théorème d'Heisenberg, qui dit en gros, lorsqu'on observe une particule quelconque, on peut avoir une information très précise sur sa vitesse, on peut avoir une information très précise sur sa position, mais on peut pas avoir une information très précise sur les deux à la fois. Il est impossible d'avoir il y a toujours cette incertitude-là, si jamais on veut regarder et la vitesse et la position à la fois. Et en fait, ce principe, il s'est un peu, à l'époque, il avait fait fureur, il avait noyé un peu le monde physique et le monde mathématique, et puis s'est élevé à un rang de débat plus philosophique, qui dit que voilà, en fait, dans la vie de tous les jours, ben, on peut pas être à la fois super précis dans un domaine et super précis sur un autre. C'est très difficile d'être les deux à la fois. Et d'ailleurs, c'est un peu le concept dans la série Breaking Bad. Le personnage, il veut être à la fois un bon père de famille, quelqu'un qui s'occupe bien de sa famille, etc., un bon prof, etc., une bonne personne, et à la fois le plus gros dealer de méthamphétamine du pays. Donc voilà, c'est très Ouais, ouais, il difficile d'être essaie les deux aussi à la fois. d'associer les deux activités. C'est ça, voilà. Et toi, t'as quand même décidé du coup, Et de moi, ton c'était côté. voilà, c'était un défi que je me lançais. Ouais, c'était être bon dans les deux domaines. Je me suis dit pourquoi pas. Et comment tu Il l'as y a des géré, personnes et des ta... personnes avant moi qui ont réussi à le faire. Pourquoi moi je veux pas réussir à le faire? Pourquoi moi je peux pas réussir à être à la fois un sportif de haut niveau, peu importe où est-ce que j'arrive, hein, encore une fois, je vise bien sûr la ceinture mondiale, peu importe dans quelle organisation, mais c'est mon rêve. Et dans mon parcours aussi scientifique, j'aimerais être un jour un enseignant-chercheur qui a des publications, qui fait avancer la science et qui met sa brique un peu dans ce monde scientifique. Incroyable. Donc ouais, c'était mon objectif depuis le début. Du coup, t'es un énorme bosseur. J'imagine que, enfin, Énorme bosseur, je sais pas, je suis un peu quand même procrastinateur dans les bords, j'ai eu mes périodes de flemmard, etc. Mais ouais, j'ai douillé un peu quand même. t'as quand J'ai même douillé, tenu tes ouais, objectifs et tu t'es dit, je vais aller jusqu'au bout. ouais, complètement. Ouais. Et donc ouais, juste pour revenir à ce que je te disais, donc on est en 2015, la fin de mon master 2,
Et puis je suis en Angleterre et je vais assister pour la première fois à un combat de MMA en vrai. Et en plus de ça, je serai dans le coin. C'est-à-dire, je vais donner des indications, je vais vraiment vivre l'expérience des vestiaires jusqu'à la cage, jusqu'à voilà, cette expérience-là de stress, d'excitation, de victoire ou défaite, peu importe ce qui va arriver, mais voilà, quoi, j'étais vraiment submergé dedans. Et puis j'ai vu aussi cette difficulté de perdre le poids avec le cutting, enfin bref, quelque chose que j'avais jamais vu avant. Donc vraiment, j'ai pris l'expérience telle qu'elle est, c'était très enrichissant. Et puis on arrive au combat, et puis Ilyes gagne. Donc c'était super, j'étais content parce que je me dis bon, je l'ai quand même aidé dans sa préparation, c'était un peu ma victoire aussi, donc c'était cool. Et ça faisait peur, ça faisait peur de voir les combats en vrai, ça faisait peur un peu tous ces sacrifices, ces coups, mais mais je voulais tenter l'aventure. Je voulais tenter l'aventure parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit, j'avais ce rêve-là d'aller le plus loin possible dans ce sport, dans un sport dans mon sport, donc qui est le sport de combat, et puis à la fois donc continuer ce parcours d'étudiant et pousser les choses le plus loin possible dans les deux domaines. Et donc en rentrant à Marseille, j'envoie un message à Jean-Michel Fossat. D'ailleurs, ce message-là, je l'ai gardé, je le ressortirai le moment voulu. Mais je lui dis, est-ce que t'as de la place dans ton club pour un petit arabe supplémentaire qui est moi? Et il m'a dit, il y aura toujours de la place pour le petit arabe. Et puis depuis, c'est mon coach. Et puis c'est cet homme-là un peu qui a ouvert la voie, qui a tout changé dans mon parcours sportif. Parce que comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de clubs. J'ai été un vagabond de clubs de sport de combat ici à Marseille. J'ai vraiment testé pratiquement tous les clubs de Marseille. Je suis allé tourner dans tous les clubs de Marseille. J'ai tapé dans tous les sacs de Marseille. Et je sais, parce qu'en fait, à l'époque, j'étais un peu à la recherche de, entre guillemets, la vérité sportive. Et je me suis dit, c'est quoi la vérité sportive? Ben, la vérité sportive, ou la vérité de manière générale, elle est un peu quelque part dans le croisement de toutes les paroles et de toutes les choses qu'on apprend. Donc, je voulais me faire ma petite idée de ce que c'est cette vérité. Voilà, c'est ça ma propre expérience. C'est pour ça que je suis allé tourner un peu dans tous les clubs. Et puis c'est aussi au croisement de tout ce que j'ai acquis qui a la vérité. C'est ce que je me suis dit. Et de tous les clubs. Mais j'allais dire, tu as fait tes probabilités, c'est exactement ça. Au résultat où tu voulais aller. Exactement ça, exactement ça. C'est ça qu'on fait. Enfin, ce type de raisonnement, c'est le raisonnement par induction. Le syllogisme, c'est le type de raisonnement le plus fort, c'est le raisonnement qu'on utilise en maths pure, parce que voilà, c'est A plus B qui donne C, ça c'est quelque chose qui est indéniable quand on fait une démonstration. Et celui qui est un peu moins fort, c'est l'induction, c'est le raisonnement scientifique de base qu'on utilise en physique, en biologie, etc. C'est en fait l'observation de plusieurs phénomènes qui convergent vers la même chose, qui te donne en fait cette vérité-là, en fait. Ou en tout cas une approche de cette vérité-là. Donc c'est ce que je voulais faire, avoir maximum d'expérience possible pour justement valider ou invalider ma théorie par rapport au sport de combat, quoi. Donc ouais, c'est une approche un peu scientifique, mais voilà quoi, ça a été mon approche de voilà. Okay. Et de tous les sports, de tous les clubs que j'ai fait, de tous les coachs que j'ai rencontrés, de tout ce beau monde, eh ben c'est monsieur Jean-Michel Fossard qui a décidé de mettre une pièce dans la machine. C'est lui qui a décidé. C'est le seul et c'est la seule et unique personne qui a décidé d'investir en moi. Et quand je dis investir en moi, c'est pas juste en question d'argent quoi, il a investi en moi émotionnellement et il a surtout investi sa foi en moi depuis le début. Mais vraiment depuis le jour 1, il a jamais douté de moi. Il a dans sa tête en fait ou même dans ses yeux quand je le regarde, quand je vois comment il me regarde, pour lui je suis le champion intergalactique en fait. Ouais, vraiment, il y croit dur comme fer, il y croit vraiment de tout son cœur. Et je pense que c'est ce que j'avais besoin. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de quelqu'un qui croit en moi, qui croit en mon parcours, qui croit en mes projets pour me pousser justement jusqu'au bout. Donc ouais, Jean-Michel Fossard a été une personne clé dans mon parcours. Et il a pas eu tort, d'après ce que j'ai compris, parce que tu as eu pas mal il a pas eu tort, ouais. Ouais. Du coup, je suis pas encore champion, mais je le saurai. Je sais que je suis sur le chemin pour l'être. Parce que là, tu as eu combien de combats à ton actif Là, j'en suis à 11. 11 combats, ouais. Et combien de victoires? 11 combats professionnels, j'ai 6 victoires. Incroyable. Dont une dernière qui est assez récente, ouais. Du coup. Et sur les 6 victoires, j'ai 6 finalisations. C'est-à-dire toutes mes victoires sont avant la limite.
Et actuellement, donc à l'organisation dans laquelle je suis, à l'UAE Warrior, donc l'organisation qui est basée aux Émirats Arabes Unis, je suis le numéro 1 prétendant au titre. L'avant-dernier combat, c'était un combat pour le titre. Donc j'ai disputé un combat très dur contre le champion qui était en titre actuel là-bas. Pour moi, je gagne ce combat. C'est un combat que j'ai perdu à la décision, mais pour moi, je le gagne. Et pour beaucoup d'autres personnes aussi, même des médias qui étaient sur place, qui m'ont dit on te voyait gagner quand même. Mais bon, c'est lui qui l'a emporté. Et là, ce combattant-là a quitté l'organisation parce qu'il a signé à l'UFC. Donc j'ai été sa marche à pied pour arriver à l'UFC. Mais c'est pas grave. Et comme le titre est vacant, je suis prétendant au titre. Et je pense que je vais pas tarder à l'avoir, mais en tout cas, voilà, c'est mon objectif. Ok, et tu sais quand est-ce qu'aura lieu le combat ou pas du tout? Je sais pas. Je sais Et pas, peut-être dans le courant de cette année, mais ça va arriver, ça va arriver. Et puis, si c'est pas dans cette organisation, ce sera dans une autre organisation, mais je m'inquiète pas sur ça. Je sais ce que je veux aujourd'hui. ouais, ouais. Et j'allais te dire d'ailleurs comment du coup tu as rejoint cette organisation-là et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui existent en MMA, Ouais. des plus ou moins prestigieuses. Alors je suis pas une experte en MMA, j'ai jamais pratiqué de MMA, mais pourquoi pas tenter? Mais c'est Ouais. vrai que cette organisation-là, je la connais pas vraiment. Quelle est la différence? Comment est-ce que c'est eux qui t'ont approché? Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cet orga-là? Pendant la période Covid, il y avait pas beaucoup d'événements qui étaient organisés. Les seuls événements, c'était un peu l'UFC à huis clos, certains événements à huis clos, et l'UAE Warrior. C'était l'une des rares organisations mondiales qui continuait à faire des combats. Ok, Et, et puis ils ont décidé de créer un événement qui s'appelle l'UAE Warrior Arabia, où ils invitent que des combattants d'origine arabe, ok, arabe ou d'origine arabe, même qui vivent à l'étranger, mais qui ont une origine d'un des pays arabes. ok. Donc des pays arabes, on part de l'ouest de l'Afrique jusqu'à l'Irak, etc., etc. Ok. Donc Toi, voilà, t'es de quelle l'idée. origine? Moi, je suis algérien. Ok. Et donc l'idée pour eux, c'était un peu de conquérir ce public arabe qui n'est pas encore tout à fait présent dans le paysage du MMA. Donc ils se sont dit pourquoi ne pas créer donc cet événement qui est uniquement destiné aux Arabes, et on va le diffuser sur les chaînes arabes, et puis de cette façon-là, on fera connaître un peu plus le monde du MMA aux pays arabes, parce que pour l'instant, voilà, c'est pas très développé, ni en Algérie, ni au Maroc. La boxe anglaise s'est développée, le pied-point s'est développé, tout le monde connaît, etc. Mais le MMA, pareil, ça met du temps un Ouais, peu ça à met du arriver. temps à arriver. Ça met du temps. Donc voilà, l'idée pour eux, c'était de conquérir ce nouveau marché, Ouais, de promouvoir voilà, le c'est ça, de sport. promouvoir, c'est ça, le sport dans ce nouveau marché. Et ils avaient besoin donc de combattants arabes, et ils ont contacté mon manager, et mon manager m'a dit, bon, il y a un combat, est-ce que t'es prêt? J'ai dit bien Let's sûr, parce que go. c'est une organisation assez prestigieuse, l'UA Warrior, il faut le savoir. C'est l'une des plus prestigieuses au Moyen-Orient. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, quoi. Il y a le Brave, il y a l'UA Warrior, mais eux, ils sont assez prestigieux. Et puis, il faut le dire que l'Émirat Arabe Unis enfin, l'UA Warrior est principalement géré par le ministère des Sports de l'Émirat Arabe Unis, à Abu Dhabi. Ok. Et donc, c'est subventionné par l'État, quoi. C'est l'État qui en gros, D'accord. Qui finance finance. Ouais. l'événement, et les Émirats Arabes Unis, Ils ont des budgets ils ont des qui sont budgets un qui peu sont plus très sympas. confortables. Donc, Ouais. donc voilà, ça donne de très beaux événements, mais vraiment, genre, pour le combat, pour mon titre, je me rappelle, c'était organisé à l'Ittihad Arena, donc c'est l'arène qui est utilisée pour les combats comme l'UFC Ok. et autre chose. Donc, très grande cage, très grande arène, à l'extérieur des panneaux gigantesques de une trentaine de mètres carrés où il y a ma tête dessus. Donc, pour quelqu'un comme moi qui Trop cool, arrive ouais. de Marseille, qui est étudiant en maths de C'est base, plutôt bien voilà, c'est accueilli. ça, on Ouais. est super bien accueillis. Enfin, c'est super prestigieux d'en arriver à ce point-là. Génial. Donc oui, c'est une bonne organisation, l'UAE Warrior. Et, et donc voilà, quoi, ça fait ça. C'était mon 5e combat avec eux. J'espère encore rester avec eux parce que je suis très confortable là-bas, je suis très bien accueilli, Du coup, et je me sens bien. tu pars souvent en déplacement ou comment ça se passe? Ou la localisation, En ça... moyenne, c'est 2 combats par an. Donc, Ok. au moment du combat, on t'appelle une semaine avant, tu es sur place une semaine avant, tu restes pendant une semaine, histoire de t'acclimater un peu, histoire Ok. de t'entraîner pour perdre le poids, et aussi pour participer aux conférences de presse, et puis pour participer Ouais, bien sûr. médiatiquement à l'événement. Et ensuite, après le combat, tu pars un jour ou 2 jours après. Ok. Voilà, ça, c'est sur une semaine, voire presque 10 jours.
Et encore une fois, c'est très confortable parce qu'on le prend presque pour des vacances. Il fait super chaud là-bas. On est tout le temps dans des hôtels, piscine. Il y a absolument tout qui est frais payé. Donc ouais, non, c'est juste du kiff cette aventure en fait. Ouais, trop cool. Parce que là, j'allais te dire, quand tu intègres une organisation comme ça, est-ce que ils t'apportent un soutien financier de façon Complètement. régulière? Tu as un Non. salaire? Alors, il faut savoir que quand on rejoint une organisation, peu importe laquelle, et même l'UFC, tu n'es payé que pour le combat que tu effectues. Donc, tu as toujours un salaire pour le combat, plus un certain salaire bonus en fonction de ta victoire. Donc, si tu gagnes, normalement, c'est toujours un petit bonus supplémentaire. Et si tu gagnes de manière expéditive via des soumissions ou des KO ou des TKO, tu peux aussi avoir, tu peux prétendre à un bonus aussi supplémentaire. Toutes les organisations, pratiquement, en tout cas celles qui sont un Fonctionne peu comme ça. prestigieuses, euh, fonctionne de cette façon-là. Tu peux pas avoir un salaire fixe. Ça, c'est pas possible. Donc ouais, pour vivre en tant que combattant professionnel, c'est très compliqué. Faut pas espérer en vivre juste à partir de ta prime de combat parce que ça remboursera rien du tout. Juste ça amortira un peu peut-être tes frais de préparation, mais ça remboursera pas grand-chose et qu'il faut à côté de ça toujours avoir des sponsors, démarcher des sponsors, travailler son image médiatique pour justement attirer plus de monde et puis attirer plus de sponsors et puis attirer plus de grosses organisations et puis surtout plus t'es vu, plus l'organisation mettra un gros chèque Ouais, bien sûr, pour pour te faire t'avoir. combattre. Donc voilà, ça marche un peu comme ça et puis c'est normal que ça marche un peu comme ça parce que avant de voir ça comme du sport de combat, il faut voir ça comme du spectacle. Oui, complètement. Ouais. Un spectacle, par exemple un one man show, si demain on va voir quelqu'un qui n'est pas très connu ou qui ne fait pas beaucoup rire, on va pas, la salle ne sera pas Elle ne sera remplie et pas puis complète, ouais. on va pas payer l'entrée très cher quoi. On C'est va clair, payer ouais. 5-10 euros. Par contre demain il y a il y a Gad Elmaleh qui arrive, Gad Elmaleh les places c'est 70 balles, mais bon parce que voilà il y a le spectacle derrière, il est très connu et puis on va bien rigoler Ouais, il et assure voilà. une presta. Exactement, voilà, tout ça, c'est encore une fois, c'est plein de choses à la fois qu'il faut bosser, c'est notamment l'image médiatique qui est importante, tes résultats aussi en MMA qui sont importants, mais voilà quoi, c'est aujourd'hui pour en vivre, hein, encore une fois, pour en vivre confortablement, il faut bosser tout ça à la fois. Ouais. Et c'est ce que j'allais te dire, parce qu'on a parlé de ta vie de mathématicien, Mmh. de ta vie de combattant, et d'après ce que je sais, tu as aussi une vie de famille. Oui, Tu as une petite fille, j'ai 2 enfants. deux J'ai enfants. une fille de Ok, 4 ans et un fils de 1 an et demi à peu près. ok. Et du Ouais. coup, ça va, tu arrives à gérer tes trois vies. Alors, si t'en as pas une autre, hein, dont on n'a pas entendu parler. Ben, en fait, Mais je donne des cours aussi en plus de m'entraîner. ok, Donc, en plus des cours que je donne à la fac et des entraînements que je fais et en plus de ma vie de famille, je donne des cours dans mon club. Donc, je chapeaute 2 cours, le cours de combat au sol, qu'on appelle notamment la lutte à livrer. Donc, lutte à ok, livrer, c'est un style de combat au sol que je pratique et qui me va très bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc j'enseigne à la lutte à livrer et j'enseigne aussi à la section féminine. Donc il y a 4 ans, j'ai créé avec ma femme, enfin, c'est elle qui a eu l'idée, d'accord, une section féminine. ok. Et l'idée en fait, c'était de répondre à une problématique parce qu'elle voulait essayer, ouais, mais elle arrive à la salle et puis elle voit que des mecs transpirants comme ça. Et puis c'est un sport de contact. C'est pas comme si c'était la boxe où on se tapait un peu à distance et voilà quoi, c'est un sport où on est collé, Au serré, ça sol, transpire. ouais, mais Ça, c'est très désagréable pour quelqu'un, pour une fille qui en a jamais fait ou pour une fille qui est un peu sensible, t'as pas envie d'être entre les bras de quelqu'un ou surtout c'est d'un clair, mec ouais. quoi. Donc c'est pour ça que c'est un sport qui n'attirait pas beaucoup de femmes. À chaque fois que tu rentres dans un club de MMA, tu verras juste une ou deux femmes, mais maximum quoi. Et encore elles tournent entre elles. Donc on s'est dit, quitte à avoir des filles qui tournent entre elles, pourquoi ne pas créer une section, mais uniquement pour des femmes. Bah Donc ouais, voilà, c'était l'idée de ma femme et moi. Et puis on a commencé ça il y a 4 ans. Au début, elles étaient deux, elle et sa sœur. Et aujourd'hui, elles sont 70. incroyable. Ouais, 70. Sur le tatami, elles sont une vingtaine, une trentaine à chaque cours. Ça s'est bien développé, ça continue encore à se développer. Et ça marche plutôt bien parce que je pense qu'on a trouvé la bonne recette qu'il faut pour justement rendre accro les dames qui viennent s'entraîner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je mets un point d'honneur sur ça, c'est que les cours que je donne pour les femmes, ce n'est pas forcément ce n'est pas du bodyboxing ou ce qu'on peut voir, juste tu tapes comme ça et puis juste tu transpires. J'essaie vraiment d'orienter mes cours
combat. Et c'est ce que je leur dis en début de chaque année. Je leur dis, ça va être un peu difficile. Je vous mens pas. Vous allez un peu souffrir. Vous allez peut-être vous prendre deux, trois coups. Vous n'allez, j'espère, jamais être blessé. En tout cas, je mets un point d'honneur là-dessus. Mais si vous suivez mes cours de manière régulière et bien comme il faut, à la fin de l'année, vous pouvez prétendre à faire une petite compétition ou même à être sûr de vous pour que si jamais il y a une altercation dehors ou une bagarre dehors, vous aurez assez d'armes pour vous défendre. Ok. Donc ça, c'est ce que je vends et ça marche bien. Parce qu'à la fin de chaque année, on organise un training camp dans lequel on accueille d'autres sections féminines, notamment une section féminine parisienne, chapeautée par Mathilde Aschenbrenner, que j'embrasse si jamais elle Ouais, regarde. bah, avec qui on adore, hein, Ouais. Mathilde. Ah bah oui, On oui, bosse qui avec connaît elle bien, ouais, bosser, depuis bosser avec quelques elle. temps Donc ouais, maintenant, ouais. ça fait 2-3 ans maintenant qu'on fait ça. Elle ramène sa section féminine, donc elle revient avec une vingtaine de filles. Et pareil, on invite aussi d'autres féminines de toute la France. On a des Lyonnaises qui sont venues, de Saint-Étienne, on a aussi d'autres filles qui viennent de Montpellier, enfin d'un peu partout. On essaie de toucher le plus de monde possible. Et l'idée, c'est que voilà, pendant une semaine, on s'entraîne tout ensemble, on visite un peu Marseille, on passe des vacances entraînement, et à la fin de la semaine, on élabore des oppositions qui sont un peu équilibrées dans un domaine particulier du MMA, et puis elles se battent. Et il y en a plein, en fait, qui... Alors, encore une fois, je fais ça, j'organise ça, je leur dis, l'objectif, c'est pas de gagner ou de perdre, on en a rien à foutre de gagner ou de perdre. L'objectif, c'est vraiment de vous pousser à bout, de vous pousser dans vos retranchements, et surtout vous prouver à vous-même que, ouais, ça fait juste 1 an ou 2 ans que j'en fais, mais waouh, je suis capable de faire des combats, en fait, je suis Ouais, qu'il y a capable des d'aller, résultats. voilà, aider, il y a vraiment des vrais résultats. Et que je ne vous ai pas menti quand je vous ai promis des résultats qui sont réels, je ne vous ai pas menti. Et ça marche très bien, et voilà, quoi, je suis très content des résultats Ça qu'on donne a. envie d'essayer, en Eh tout ben, cas. franchement, j'invite Ouais. Mathilde avait toutes essayé de me toutes les filles. convaincre une fois. Elle m'avait dit on fait un petit test lors d'un événement, mais j'ai eu peur. Je me suis dit, C'est normal d'avoir ouais. ça, c'est normal d'avoir cette peur, c'est normal d'avoir cette appréhension. Et c'est pour ça que je t'ai dit, on a trouvé le bon résultat, parce qu'il y a ma femme qui est là. Ma femme, il faut savoir, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout sportive à la base, qui a jamais fait de sport de sa vie. Vraiment. Et actuellement, elle est ceinture jaune de lutte à livrer, elle est très forte au sol, elle sait se battre. Enfin, je veux dire, je suis très content des résultats que je vois. Ça lui a permis de pratiquer un sport bien comme il faut. Et puis voilà, aujourd'hui, elle est vraiment droguée à ça. Et quand il y a une nouvelle qui arrive, qui a un peu d'appréhension, qui a un peu des craintes, c'est normal d'en avoir, ben, elle trouve les bons mots. Des mots que moi j'ai du mal à trouver parce que, encore une fois, c'est un public assez délicat, les femmes. Et puis surtout, comme j'ai commencé maintenant il y a un peu longtemps, j'oublie Ouais, les parfois, débuts, c'est les voilà, doutes. il y a certaines difficultés du début que je ne saisis plus et que j'ai du mal à comprendre et elle comprend très bien. Ouais, bah, c'est Donc, vrai que ça permet de passer des messages d'une autre façon c'est ça. quand tu passes par une femme C'est que, ça, que ouais, par un homme. Des exactement. fois aussi, c'est bien de pouvoir avoir des Donc, ouais, infos. elle lead bien le groupe et franchement, ça marche bien. Donc voilà, ça c'est Génial ce ça que, comme ça, là, c'est le progression. résumé de tout ce que je fais dans ma vie actuellement. Ok, trop cool. Et du coup, tu me disais sur tes objectifs. Donc là, l'objectif, c'est déjà de pouvoir récupérer la place vacante Pour le titre, ouais. pour Ça, le c'est titre. sportivement parlant, mon objectif numéro un, ça va être récupérer un titre. Parce que, encore une fois, c'est un peu ce que je m'étais fixé en commençant la première année de fac. Je me suis dit, à la fin, il faut que je sois champion quelque part et que je pousse les études jusqu'au bout, jusqu'au maximum voilà, pour que pour que je n'ai rien à regretter à la fin. Donc, comme je t'ai dit, actuellement, du côté études, j'ai réussi à aller jusqu'au doctorat. Donc, c'est pas rien, c'était très difficile, mais je suis content d'être arrivé. Bah ouais, bravo en tout cas. C'est Ouais, vrai merci. que il y en a pas beaucoup. Ouais, il y en a pas beaucoup, ouais. Des combattants professionnels qui ont un doctorat, il y en a vraiment pas beaucoup. En fait, j'en connais pas, donc, si, pardon, j'en connais. Je connais une fille qui s'appelle Elodie Jourla, pareil, que j'embrasse, mais qui a arrêté, elle, le MMA, c'est dommage. Et on a quelqu'un d'autre aussi, Issem, mais lui aussi, pareil, il a arrêté. Mais il y en a en fait, il y en a quelques-uns, mais c'est très difficile. D'allier les deux, c'est pas évident, quoi. Donc. Ouais, et quelles sont pour toi, tu vois, les compétences, on va dire plutôt peut-être les clés de la réussite pour réussir à allier les deux et en fait à garder cette performance en fait. Est-ce que c'est la discipline? Est-ce que c'est la régularité des entraînements? Est-ce que c'est les deux? Est-ce En que c'est fait, complètement c'est autre pas chose? juste les deux, et il y a pas vraiment une recette particulière, et la raison, elle est simple, la clé de la réussite de ça.
j'aimerais ne pas biaiser les gens qui nous écoutent, parce qu'il existe un biais qu'on appelle le biais du survivant, qui est un biais cognitif un peu complexe. Et pourquoi? Parce que un exemple que je prends souvent, c'est l'exemple du mont Everest. Si tu vas au mont Everest, tout le mont Everest est rempli de cadavres d'alpinistes qui autrefois étaient déterminés, motivés, qui avaient toutes les compétences nécessaires pour gravir l'Everest, mais qui sont morts. Des gens qui sont morts en tentant de monter l'Everest, il y en a beaucoup. Et si tu compares ces personnes-là aux personnes qui ont réussi à gravir l'Everest, tu te rends compte qu'il n'y a pas de différence en fait. Et souvent, en fait, les gens, ils oublient les gens qui ont échoué et ils vont directement poser la question à ceux qui ont réussi. Donc, ils vont demander à ceux qui ont gravi l'Everest, oh, waouh, qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu vas te dire, bah oui, bah, j'étais motivé, j'étais patient, j'avais le bon équipement, j'étais entraîné, j'avais de quoi survivre, etc., etc. Mais sauf que tout ça, l'alpiniste qui est mort aussi, il l'avait. Donc, qu'est-ce qui a fait que lui a réussi et l'autre n'a pas réussi? Et tu te rends compte que quand tu poses la question, quand tu regardes du côté de celui qui a échoué et pas de celui qui a réussi, c'est là où tu as plus d'informations. Donc, plutôt en fait que, que de dire ouais, pour réussir, il te faut la discipline, il faut tout ça, parce que tout ça, on le connaît, des vidéos d'Instagram de motivation qui expliquent ça, il y en a des milliards. Donc, les gens savent ce qu'il faut faire pour réussir. Ils savent très bien qu'il faut être discipliné, ils savent très bien qu'il faut travailler, il faut être rigoureux, ça, c'est pas, c'est complètement logique. Mais il y a un autre aspect qui est un peu plus aléatoire dans cette histoire-là, et je pense qui joue aussi beaucoup. C'est un aspect aléatoire ou chance, ou chacun l'appelle comme il veut, ou Dieu en fait. Donc moi j'aime bien l'appeler Dieu, c'est mon côté croyant, mais d'autres l'appellent chance, d'autres l'appellent l'aléatoire, etc. Et moi là où j'ai eu de la chance, là où Dieu en quelque sorte m'a aidé, c'est de mettre sur mon chemin des personnes qui m'ont aidé. Et c'est ça pour moi le secret de la réussite. J'ai eu la chance d'avoir monsieur Jean-Michel Frossard qui m'aide dans mon parcours. J'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Firas Zahabi, comme plein de combattants qui m'ont donné des outils, qui m'ont dit des mots, qui m'ont dit des choses. Et c'est la combinaison de tout ça, en fait, qui m'a aidé. Et pareil sur mon parcours aussi professionnel et mon parcours d'études. Je suis tombé sur des professeurs qui m'ont aidé corps et âme, vraiment, hein, que ce soit juste pour le stage. Si je te donne juste l'exemple pour le stage que j'ai eu au Canada, c'était un stage que j'avais demandé à mon prof, Bruno Torresani, pareil, qui est une ponte en maths appliquées ici à Marseille et même dans toute la France. Et, et en fait, c'était à la fin de son cours, je lui avais demandé est-ce que, franchement, j'aimerais bien faire un stage à l'étranger, est-ce que vous pouvez m'aider? Et c'est lui qui m'a dit que voilà, il y a un pote à lui qui est sur Montréal et qui a moyen qu'il m'accueille. Et en fait, ce stage n'a pas été rémunéré, mais par contre, on m'a payé les billets d'avion. Donc tout ça, c'est des aides qui sont incroyables. Ouais, complètement. Et pour le CV du stage, c'était une autre prof aussi qui m'avait aidé à le faire. Donc toutes ces choses-là, je les ai pas faites de moi-même. C'est pas parce que j'étais motivé, c'est pas la motivation qui a fait que j'ai écrit mon CV, ou c'est pas la motivation qui m'a aidé à trouver un contact à Montréal. C'est j'ai demandé à quelqu'un qui m'a aidé. Ouais. Et Du c'est coup, ça la grosse différence en fait. C'est vrai que j'ai mis un peu de moyens de mon côté, mais tout le reste, c'est pas moi qui l'ai fait. Je peux pas m'octroyer cette, entre guillemets, réussite uniquement sur mon Après, dos. je pense que J'ai été juste la somme, en fait, la somme de toutes ces aides-là, tout simplement. après, c'est aussi, comme tu disais, peut-être le facteur chance, enfin, ça peut être plein de facteurs, mais je pense que c'est aussi un réel talent que de savoir bien s'entourer et de savoir bah, vers qui se tourner quand on en a besoin, à quel Peut-être pas un moment, talent, ça et s'apprend peut-être, ouais, je sais pas si c'est un gérer les talent, je ne sais, opportunités, ouais, mais c'est vrai que c'est complètement. important d'être bien entouré et de pouvoir En être aidé. fait, c'est pour ça que je te dis j'ai eu de la chance par rapport à ça, parce que je n'ai pas été formé pour ça, en fait. J'y suis allé j'ai presque envie de te dire à l'intuition, mais surtout à ce feeling positif Ouais, que me ramène quelqu'un d'autre. C'est surtout, je fonctionne beaucoup à ça, tu sais, genre, dès que j'ai un feeling positif, dès que je sens qu'il y a une bonne énergie entre quelqu'un, entre une personne et moi, je me dis, il y a du positif là-dedans, vas-y, je fonce. Ça doit être que du bon.
Donc ouais, j'ai fonctionné à ça aussi, mais je sais pas si c'est un talent, mais en tout cas, oui, ça s'apprend. Et il faut que les gens l'apprennent aussi. Il faut qu'ils comprennent que on a beau être motivé, discipliné, avoir toutes les cartes en main, si on s'entoure pas des bonnes personnes ou s'il manque, encore une fois, c'est pas le fait d'avoir plusieurs paramètres qui comptent, c'est surtout regarder les paramètres qui te manquent. Ouais, Faut pas être biaisé par le biais du survivant, il faut regarder là où les autres ont échoué. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour échouer? C'est ça qu'il faut regarder. et Et comprendre c'est ce que l'échec. j'essaie exactement, faut comprendre l'échec. Et et donc juste, ouais, juste pour te revenir à ce côté un peu, encore une fois, chance, c'est, si j'étais pas allé dans ce stage au Canada, j'aurais jamais rencontré Firas Zahabi. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu entremêlé, parce que c'est pendant ce stage que j'ai découvert Firas, que j'ai découvert le Tristar Gym et que je me suis mis au MMA. Mais si j'avais pas été là-bas, s'il y avait pas cette offre de 15 $ pour les 15 jours, qu'est-ce qui serait passé? Ouais, c'est ça, bah, c'est la fameuse expression avec des si, on refait le monde. Parce Complètement. que du coup, c'est vrai que tu sais Complètement. pas Mais vraiment. voilà, mais encore une fois, c'est pour ça que je te dis, il y a cet aspect un peu, un peu en arabe, on appelle ça mektoub, qui rentre en ligne de compte. Et que si jamais tu me demandes qu'est-ce qu'il faut pour réussir, je te dirais, alors oui, il faut vraiment t'arracher, il faut t'arracher dans tous les sens du terme, c'est-à-dire il faut bosser, il faut être discipliné, il faut croire, il faut mettre de la foi dans ce que Croire tu en fais, toi, c'est ouais. super important. Et il faut trouver des gens qui croient aussi en toi. Donc il faut la somme de tout ça, plus un petit plus un petit facteur chance Ouais. supplémentaire qui est non négligeable. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une étude qui le montre. Et c'est pas une blague, c'est une étude, je crois de Princeton, je me rappelle plus exactement quel journal, qui ont étudié un peu la population moyenne de manière aléatoire et qui ont montré que le facteur, que la réussite matérielle, que ce soit au niveau du travail ou des sous, etc., c'était réparti au cœur de la population d'une manière aléatoire. C'est-à-dire, c'est pas tes origines, c'est pas d'où tu viens qui détermine ta réussite, c'est vraiment distribué de manière aléatoire au final. Donc oui, la réussite, ça dépend aussi de la chance et il faut pas le négliger. Non, c'est clair. Voilà, donc ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, bah super. Bah, en tout cas, merci parce que c'est vrai que c'est bien de pouvoir faire le parallèle entre le sport et les maths. Ouais, C'est pas mal de le faire aussi comme ça et ça donne une vision différente. ouais, complètement. Et aujourd'hui, on peut te retrouver, il me semble, sur TeeDup. Ouais, Et pour des cours, pour des visios, pour te rencontrer, pour pouvoir partager ton histoire, on peut aussi retrouver ton profil pour faire des conférences en entreprise, il complètement, ouais. me semble, et des team building. Donc ça, c'est top parce que je pense que le parallèle doit être hyper intéressant aussi sur la partie un petit peu plus stratège et qu'on peut retrouver aussi en entreprise. Ouais, complètement, ouais. Et puis j'ai de l'expérience aussi, enfin maintenant mon doctorat, je l'ai eu en 2019, mais voilà quoi, avant ça, j'ai eu pas mal d'expérience en entreprise, j'ai fait une alternance, j'ai bossé pas mal, je sais comment fonctionnent ces mondes-là. Et puis encore une fois, le parcours professionnel et le parcours sportif, dans les deux, je me suis enrichi suffisamment, je me suis entouré de bonnes personnes suffisamment pour, pour justement construire encore une fois cette vision que j'ai, cette manière de réfléchir et qui peut aider beaucoup de personnes, je pense. Bon, bah top. Donc voilà, Bah, merci beaucoup si on pour peut ton aider. témoignage parce que je pense qu'il va inspirer pas mal de personnes J'espère qui nous aussi. regardent. Et est-ce que tu as ramené un objet avec toi? Non, j'ai pas ramené Tu d'objet. n'as pas ramené J'ai pas d'objet. vraiment d'objet fétiche que je trimballe avec moi forcément. J'ai que des histoires, que des Hormis mots les parce que gants ou les expériences, les souvenirs. voilà, c'est ça. Parce qu'encore une fois, j'ai été impacté par des mots. Ce sont des mots qui m'ont impacté. Ce sont des mots qui m'ont changé mon existence tout simplement. Et je pense que je suis capable aussi de changer des existences juste avec des mots. Donc, c'est beaucoup, je trouve déjà. Bah ouais, c'est déjà pas mal. Donc voilà, Bah merci en tout ce cas que j'ai à d'avoir partager. partagé Merci à toi, Alice. ton parcours avec nous Merci beaucoup. et avec toutes les personnes qui nous regarderont. C'était top.